La pluie tombait en nappes épaisses sur les trottoirs de Lyon ce lundi matin, rendant l'air encore plus lourd que la fatigue que Claire portait depuis des semaines. Elle jeta un coup d'œil rapide à l'horloge de la cuisine. Il était 7h15 du matin. Léa, sa fille de 8 mois, pleurnichait doucement dans son berceau, ses petites mains cherchant la chaleur maternelle. Claire, 27 ans, les cheveux attachés à la va-vite et les cernes marquant ses nuits trop courtes, n'avait pas le luxe d'hésiter. Le temps jouait contre elle. Depuis la fermeture soudaine de la crèche du quartier, faute de subventions municipales, chaque jour était devenu une épreuve. Entre appels aux assistantes maternelles déjà débordées et regards apitoyés de voisins impuissants, Claire avait compris qu'elle était seule. Elle travaillait comme assistante administrative dans une grande entreprise de logistique située dans le 8e arrondissement, un poste qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Une absence non justifiée, même une seule, pouvait être fatale à sa précieuse stabilité. Ce matin-là, alors que le ciel menaçait et que la ville s'éveillait à peine, Claire prit une décision qu'elle n'aurait jamais envisagée auparavant, emmener Léa avec elle au bureau. Elle enveloppa la petite dans une couverture douce, glissa un biberon tiède dans le sac à langer et installa le tout dans la poussette. Son cœur battait vite, chaque geste trahissant l'angoisse de ce plan improvisé. Et si quelqu'un la voyait? Et si sa supérieure, Madame Lefebvre, toujours prompte à signaler le moindre écart, tombait sur elle? Mais elle n'avait plus le choix. Les transports en commun étaient bondés. Claire se tenait debout, une main sur la poussette, l'autre accrochée à la barre, priant pour que Léa reste calme. La petite, étrangement, semblait sentir l'urgence de la situation. Elle garda les yeux fermés tout le trajet, bercée par les chaos du tram. Arrivée devant l'immeuble de verre et d'acier de son entreprise, Claire inspira profondément. Elle couvrit un peu plus la poussette avec le tissu gris, dissimulant les signes évidents de la présence d'un bébé, puis pénétra dans le hall en saluant le gardien d'un sourire nerveux. À l'étage, tout était encore calme. Le bureau ouvrait à 8h, mais elle avait pris l'habitude d'arriver une demi-heure plus tôt pour se préparer. Cela lui donna le temps de glisser discrètement la poussette dans un recoin de son espace de travail, entre deux armoires métalliques. Elle installa Léa sur une couverture au sol, lui donna une peluche et murmura des mots rassurants à son oreille. La petite regardait sa mère avec des yeux ronds, silencieuse. Claire prit cela pour un signe de soutien, une complicité muette entre elles deux contre le monde. Les premières heures de la matinée se déroulèrent sans encombre. Claire tapait des rapports à toute vitesse, l'oreille tendue vers le moindre bruit émanant du coin où se trouvait sa fille. Par miracle, Léa semblait comprendre l'importance du silence. À 10h, elle dormait profondément, bercée par le cliquetis monotone des claviers et le ronron des imprimantes. Claire commençait à croire qu'elle pourrait traverser la journée sans incident. Mais l'équilibre était fragile. À tout moment, un imprévu pouvait tout faire basculer. Le moindre cri, la moindre visite impromptue, et le secret serait éventé. Son regard ne cessait de balayer l'open space, à l'affût de signes suspects. Elle n'osait pas aller aux toilettes de peur de laisser Léa seule, et refusait les pauses café, prétextant un mal de tête. Lorsque la pause déjeuner approcha, Claire sentit son estomac noué. Elle n'avait rien mangé depuis la veille, mais la peur était plus forte que la faim. Elle sortit discrètement un petit pot de purée maison, nourrissant Léa à la cuillère tout en surveillant la porte vitrée. Un collègue passa près de son bureau, la salua brièvement. Claire répondit d'un sourire crispé, une main cachant le petit récipient de nourriture pour bébé. Et puis, comme un murmure qui se propage dans une forêt silencieuse, la nouvelle circula. Le président est dans le bâtiment. Claire releva brusquement la tête. Le président? Monsieur Martin? L'homme qu'elle n'avait vu qu'une seule fois en 2 ans, lors d'une conférence annuelle? Il ne mettait presque jamais les pieds ici. Son nom seul suffisait à figer les conversations et à faire corriger les postures. Pourquoi aujourd'hui? L'ambiance du bureau changea aussitôt. Les chaises furent redressées, les écrans nettoyés d'onglets personnels, les voix baissées. Claire sentit une goutte de sueur glisser le long de sa nuque. Si quelqu'un découvrait Léa maintenant, si Monsieur Martin passait devant son bureau, elle se leva d'un bond, tira le rideau d'un petit placard inutilisé, y installa délicatement la poussette, laissant juste une fente pour que l'air circule. Elle s'assit ensuite à son poste, le cœur tambourinant dans sa poitrine, les mains tremblantes sur le clavier. Elle ne pouvait pas quitter le bureau, ni appeler à l'aide. Son avenir, et celui de Léa, dépendaient du silence de cette dernière. Un silence qu'un bébé de 8 mois ne pouvait promettre.
À travers la cloison vitrée, elle vit le cortège arriver. Monsieur Martin, grand, sec, accompagné de 2 cadres de direction, avançait lentement, observant chaque poste, s'arrêtant parfois pour poser une question. Claire tenta de respirer normalement. Léa, de l'autre côté du mur, ne devait pas pleurer. Pas maintenant. Elle n'avait jamais été aussi tendue. Et ce n'était que le début. L'agitation dans les couloirs de l'entreprise ne laissait place à aucun doute. L'arrivée du président n'était pas une rumeur, mais une réalité. Des chuchotements nerveux s'échangeaient entre collègues. Des dossiers empilés en désordre étaient brusquement alignés. Et les écrans d'ordinateur affichaient désormais des feuilles de calcul au lieu de réseaux sociaux ou d'articles. Monsieur Martin, ce nom presque mythique pour certains employés, entrait dans les locaux, accompagné de 2 directeurs régionaux. Claire, quant à elle, se trouvait pétrifiée à son poste, tentant de garder un visage neutre malgré l'angoisse qui serrait sa poitrine. Elle n'avait jamais vu le président de si près. Tout le monde savait qui il était, mais très peu pouvaient affirmer avoir échangé un mot avec lui. Il n'était pas le genre de dirigeant à se montrer dans les étages, préférant diriger de loin, confiant dans la structure hiérarchique qu'il avait méticuleusement bâtie. Son apparition aujourd'hui signifiait une chose, une inspection imprévue. Peut-être une révision des équipes, peut-être un contrôle d'efficacité ou une restructuration. Peu importait la raison. Pour Claire, c'était le pire jour possible. Elle jeta un regard inquiet vers le petit placard dissimulé derrière les armoires. À l'intérieur, Léa dormait encore, protégée du tumulte par les épais rideaux qu'elle avait soigneusement ajustés. Chaque bruit plus fort qu'un autre faisait bondir le cœur de Claire. Et si Léa se réveillait? Et si elle pleurait, affamée ou mal à l'aise? Le moindre cri serait audible dans tout l'open space, transformant en quelques secondes le secret de Claire en un scandale aux conséquences incalculables. La délégation présidentielle avança méthodiquement dans l'allée principale. Claire n'osait pas tourner la tête, mais elle percevait les pas, les voix graves, les salutations brèves. À mesure qu'ils se rapprochaient, les autres employés se redressaient, affichaient des sourires crispés, répondaient à des questions banales avec un enthousiasme presque comique. Une tension palpable s'installait. Les regards furtifs vers Claire trahissaient la crainte que la moindre erreur de l'un d'eux devienne une raison de blâme collectif. Midi approchait lorsque les pas s'arrêtèrent à seulement quelques mètres du bureau de Claire. Elle sentit son souffle se bloquer. Son écran affichait une feuille de calcul à moitié complétée. Ses doigts tremblaient si fort qu'elle n'osait plus taper quoi que ce soit. Elle entendit une voix ferme, calme, sans froideur mais chargée d'autorité. « Et ici, c'est le secteur administratif, n'est-ce pas ?» Un des directeurs confirma, ajoutant quelques chiffres sur la productivité de l'équipe. Monsieur Martin prit un moment pour observer les lieux. Il s'arrêta. Claire savait qu'il la regardait. Elle sentait son regard posé sur elle, précis, pesant. Elle leva doucement les yeux. Leurs regards se croisèrent brièvement. Elle se força à sourire, un mouvement mécanique sans aucune chaleur. Il ne répondit pas mais continua à la fixer. Puis, sans un mot, il tourna la tête vers la direction du placard. Un frisson glacé traversa Claire. Elle priait intérieurement pour que Léa continue à dormir, pour que rien ne trahisse sa présence. Mais les lois du hasard, ou simplement la nature des bébés, en décidèrent autrement. Un son aigu et soudain s'éleva dans l'air tendu du bureau. Un premier hoquet, presque timide, suivi d'un gémissement plus clair. Le silence se fit instantanément. Les têtes se tournèrent, les expressions se figèrent. Claire, le visage figé, sentit son estomac se nouer. Le gémissement se transforma en un pleur net, insistant, sans équivoque. Léa était réveillée et affamée. Personne ne parlait. Le bruit, au début presque irréel, résonnait désormais dans tout l'espace, comme une alarme. Claire bondit de sa chaise, les joues en feu, les yeux écarquillés. Elle courut jusqu'au placard, ouvrit précipitamment les rideaux, souleva sa fille et tenta de la bercer dans ses bras. La scène surréaliste se déroulait sous les yeux ébahis de toute l'équipe et sous le regard fixe de M. Martin. Le président s'approcha lentement, sans dire un mot. Claire, accroupie, tenait Léa contre elle et évitait de regarder l'homme qui représentait toute l'autorité de l'entreprise. Son souffle était saccadé. Elle murmura des excuses indistinctes, honteuses, perdues entre la peur et la panique. Les collègues n'osaient pas bouger. L'open space était suspendu à cet instant comme figé dans la glace. M. Martin s'arrêta à moins d'1 mètre d'elle. Il observa la scène, impassible. Son regard passa de Claire à l'enfant,
puis revint à Claire. Le silence, à ce moment-là, devint presque assourdissant. Un long silence, trop long. Claire, pensant que la sentence allait tomber, se redressa lentement, Léa blottie contre elle. Elle ne savait pas quoi dire. Ses lèvres tremblaient. Mais au lieu des reproches, sous de la colère attendue, une voix calme et inattendue brisa enfin le silence. « Elle a vos yeux. » La phrase, dite sur un ton neutre mais profond, résonna comme une énigme dans l'esprit de Claire. Elle releva lentement la tête, croisant à nouveau les yeux du président. Il la regardait toujours, mais quelque chose avait changé dans son expression. Il ne souriait pas, mais il n'y avait pas non plus de sévérité. Il y avait autre chose. Un détail qu'elle ne savait pas nommer. Puis, sans un mot de plus, il fit demi-tour et repartit vers les autres bureaux. La délégation le suivit, déconcertée mais silencieuse. Les employés restèrent figés encore quelques secondes, incapables d'assimiler ce qu'ils venaient de voir. Puis, lentement, les conversations reprirent, à voix basse, chargées de perplexité. Claire resta seule. Léa endormie à nouveau contre sa poitrine, le cœur battant à tout rompre. Elle avait échappé à quelque chose. Mais quoi? Et surtout, pourquoi cette phrase étrange? Pourquoi ce regard? Rien de tout cela n'avait de sens. Et pourtant, tout venait de changer. L'après-midi s'annonçait long. Malgré les apparences, l'agitation de la matinée n'avait laissé personne indemne, et encore moins Claire. Les minutes passaient avec une lenteur insupportable, comme si le temps lui-même s'était mis à scruter chacun de ses gestes. Elle sentait sur elle les regards furtifs de ses collègues, oscillant entre curiosité, jugement, et chez certains, un reste de solidarité muette. Mais aucun d'eux ne s'approchait, comme si le simple fait d'être trop près de Claire pouvait être compromettant. Elle avait replacé Léa dans sa poussette, à l'abri derrière les armoires, à peine calmée par le moment de tendresse qu'elle lui avait offert sous les regards de toute l'équipe et, plus encore, celui du président. La phrase résonnait encore dans sa tête obstinément. « Elle a vos yeux ». Ces mots l'avaient déstabilisée bien plus que le silence ou même un reproche sévère l'aurait fait. Elle y cherchait une signification logique, une explication professionnelle, un lien quelconque avec la situation. Mais elle n'en trouvait aucune, et ce trouble ne faisait que s'ajouter à la tension de la journée. La délégation avait continué sa tournée, mais pas un seul employé n'avait oublié la scène. Même les plus discrets jetaient à présent des regards insistants vers Claire, comme si elle cachait un secret qui les concernait tous. Elle tenta de reprendre son travail, mais ses mains tremblaient encore. Les lettres sur l'écran semblèrent se brouiller. Elle corrigeait sans cesse les mêmes erreurs de frappe. À plusieurs reprises, elle effaça des lignes entières de texte, incapable de garder le fil. Vers 14h30, le bureau retrouva un semblant de normalité. Les conversations s'élevaient de nouveau, les rires étouffés faisaient leur retour près de la machine à café. Claire, elle, restait dans son coin, cloîtrée entre ses responsabilités professionnelles et sa peur d'être perçue comme incompétente ou déplacée. Léa, jusque-là relativement calme, commença à bouger dans la poussette. Claire se leva, alla doucement la bercer, tout en chuchotant pour la maintenir tranquille. Mais l'enfant, perturbé par l'agitation ambiante, ne trouvait pas le sommeil. Ses mains attrapèrent les bords de la couverture, son petit visage se crispait. Et puis, soudain, sans avertissement, un cri perça à nouveau l'espace. Plus fort, plus exigeant que le premier. Claire sursauta. Léa pleurait, cette fois avec toute la force de son âge, les poumons remplis de frustration et de fatigue. Le silence se fit immédiatement dans l'open space, comme si chaque employé avait instinctivement retenu son souffle. Tous les regards se tournèrent vers elle. Claire attrapa Léa à la hâte, essayant de la calmer contre sa poitrine, balançant doucement de gauche à droite, murmurant des mots rassurants. Mais rien n'y faisait. Les pleurs devenaient plus insistants, résonnant contre les murs du bureau avec une intensité presque douloureuse. Un collègue assis à 2 bureaux de là se leva pour fermer une fenêtre, comme si le bruit pouvait ainsi être contenu. Un autre remit ses écouteurs. Une responsable de service fronça les sourcils, visiblement agacée. Claire se leva, Léa toujours dans les bras, et se dirigea vers une petite salle de pause au fond du couloir. Elle espérait y trouver un peu d'intimité pour nourrir et calmer sa fille. Mais à peine eut-elle franchi la porte qu'une voix grave s'éleva dans son dos. « Mademoiselle Dubois ». Elle se retourna brusquement. Monsieur Martin était là, seul. Aucun cadre, aucun assistant, juste lui.
Claire sentit ses jambes se dérober légèrement sous elle. Elle serra Léa plus fort contre elle. Il la regardait, avec ce même regard qu'il avait eu plus tôt. Il ne semblait ni fâché ni moqueur, mais son visage restait fermé, difficile à lire. Claire ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Il leva légèrement la main, un geste calme, presque rassurant. « Je voulais m'excuser », dit-il finalement sur un ton bas contrôlé, « pour l'embarras de ce matin. Ce n'était pas mon intention. » Claire cligna des yeux, surprise. Elle n'attendait pas d'excuses. Elle attendait un blâme, un avertissement, une remarque formelle, voire une menace de licenciement. Pas une excuse. Elle bredouilla un merci, confuse. Léa, dans ses bras, se calmait peu à peu, comme si la présence de cet homme inattendu avait, paradoxalement, quelque chose d'apaisant. « Votre fille, elle est en bonne santé ?» demanda-t-il ensuite, sans détour. Claire acquiesça, encore plus déconcertée. « Oui, elle va bien. C'est juste une journée compliquée. » Elle n'osait pas en dire plus. Elle ne voulait pas sembler plaintive ni chercher la pitié. Mais la situation parlait d'elle-même. Une mère seule, contrainte d'amener son bébé sur son lieu de travail. Tout le monde comprenait que quelque chose n'allait pas, mais personne ne faisait rien. Jusqu'à maintenant. Monsieur Martin resta silencieux un instant. Il semblait hésiter, comme s'il pesait ses mots. Puis, avec une lenteur presque calculée, il ajouta « Vous recevez un quelconque soutien de l'entreprise. Aide financière, assistance, garde d'enfants ?» Claire secoua la tête. « Non, la crèche municipale a fermé. Je suis sur une liste d'attente pour une autre, mais c'est long. Je n'ai pas de famille ici. J'essaie de m'en sortir, comme je peux. » Elle avait dit ces mots avec retenue, mais un frisson d'émotion perça tout de même dans sa voix. Elle ne cherchait pas à se justifier. Elle exposait un fait brut, une réalité simple et dure. Monsieur Martin l'écouta sans la couper. Son visage changea presque imperceptiblement. Son regard descendit un instant vers Léa, endormie contre l'épaule de Claire. Puis, dans un geste inattendu, il leva la main et appuya sur le bouton rouge d'arrêt d'urgence de l'ascenseur situé à côté de la salle. L'ascenseur qui allait s'ouvrir s'arrêta net. Les portes restèrent fermées. Claire le regarda, stupéfaite. Il tourna vers elle un visage désormais plus sérieux encore. « Je vais régler ça », dit-il simplement. « Mais j'aurais besoin que vous répondiez honnêtement à une question. » Claire hocha la tête incertaine. Il demanda alors « Avez-vous été soutenu par quelqu'un ici depuis votre embauche? Quelqu'un vous a-t-il facilité l'intégration ou apporté une forme d'aide inhabituelle ?» La question la prit de court. Elle pensa un instant à son arrivée dans l'entreprise, à la vitesse avec laquelle son contrat avait été validé, sans les étapes habituelles. À l'époque, elle avait mis cela sur le compte d'un besoin urgent de personnel. Aujourd'hui, cette idée semblait moins certaine. Elle répondit, après un temps de réflexion, « Non, enfin, je ne crois pas. C'était un processus très rapide, c'est vrai, mais je n'ai jamais eu l'impression qu'on me faisait une faveur particulière. » Monsieur Martin hocha la tête lentement, comme s'il confirmait quelque chose intérieurement. Il rouvrit l'ascenseur, s'apprêta à y entrer, puis se ravisa. « Prenez votre après-midi, dit-il, et demain attendez un appel du service des ressources humaines. Ne vous inquiétez pas, vous avez fait ce que vous deviez faire. » Et sans autre explication, il disparut. Le lendemain matin, Claire se réveilla plus tôt que d'habitude, le cœur encore alourdi par la tension de la veille. Léa dormait paisiblement à ses côtés, les poings serrés près du visage, dans cette posture enfantine qui rappelait à Claire combien sa fille était encore fragile. Malgré la promesse implicite de M. Martin, elle ne pouvait s'empêcher de douter. Peut-être avait-elle mal interprété ses paroles, peut-être que tout ce qu'elle avait vécu n'était qu'un prélude à une mise à pied déguisée. Elle redoutait l'appel des ressources humaines, si appel il y avait. Elle avait vu trop de situations semblables se terminer mal pour se permettre d'être optimiste. Mais aucune décision n'attendait. Elle devait retourner travailler, car l'incertitude ne payait pas les factures. Après avoir préparé Léa et vérifié que le sac était prêt, elle se rendit de nouveau au bureau, tentant de masquer son anxiété sous une routine bien rodée. Cette fois, elle avait prévu de déposer sa fille chez une voisine, une retraitée compatissante qui avait accepté de la garder pour la journée. Ce n'était pas une solution durable, mais au moins, cela lui éviterait un nouveau scandale au travail. Dès qu'elle posa le pied dans l'ascenseur de l'immeuble, Claire sentit que quelque chose avait changé. L'ambiance générale était plus tendue,
comme si les événements de la veille avaient laissé une trace invisible sur les murs. Elle remarqua que certains collègues l'évitaient du regard, tandis que d'autres lui adressaient des sourires hésitants, comme s'ils ne savaient pas de quel côté se placer. Elle salua poliment, mais se sentit aussitôt isolée. À peine arrivée à son bureau, elle constata que son ordinateur avait été déplacé. Son poste habituel était vide et à sa place se trouvait une note manuscrite l'invitant à se rendre à l'étage supérieur. Aucun nom, aucune explication, seulement une instruction sèche et formelle. Elle hésita un instant. Cette invitation silencieuse, après tout ce qui s'était passé, pouvait être un piège autant qu'une opportunité. Mais elle n'avait pas vraiment le choix. Elle monta les escaliers, croisant en chemin 2 cadres du service juridique qui interrompirent leur conversation en la voyant passer. La sensation d'être observée, scrutée, jugée, l'accompagnait à chaque pas. Arrivée au dernier étage, celui réservé aux bureaux exécutifs, elle s'arrêta un instant devant une porte vitrée sur laquelle était inscrit en lettres dorées le nom de Monsieur Martin. Elle leva la main, frappa doucement. Une voix neutre répondit « Entrez ». Claire inspira profondément et ouvrit. Le bureau du président était spacieux, sobre, presque austère. Les murs étaient décorés de photographies en noir et blanc représentant les entrepôts de l'entreprise à ses débuts, ainsi que de quelques plans industriels encadrés. Au fond de la pièce, près de la fenêtre, M. Martin était debout, observant la ville à travers les vitres. Il ne se retourna pas immédiatement. Claire resta figée à l'entrée, ne sachant si elle devait avancer ou attendre. Finalement, il fit un pas de côté, comme pour l'inviter à entrer sans mot dire. Elle referma doucement la porte derrière elle et s'approcha. Lorsqu'il se tourna enfin, son visage était impassible, mais ses yeux étaient de plus expressifs qu'elle ne les avait jamais vus. Il lui désigna une chaise et elle s'y assit, les mains crispées sur ses genoux. Il resta debout, mains croisées derrière le dos, puis déclara simplement « Je suppose que vous avez des questions ». Claire ouvrit la bouche mais se ravisa. Il continua. « Vous avez sans doute trouvé étrange ma réaction d'hier. Ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. » Elle acquiesça en silence. « Ce n'était pas prévu. Rien de ce qui s'est passé depuis votre arrivée ici ne l'était. » Il s'interrompit brièvement, se dirigea vers un meuble bas et en sortit une petite boîte. Il l'ouvrit et en sortit une photographie encadrée. Il la tendit à Claire. Elle prit l'objet avec précaution. Sur la photo, une jeune femme souriait, assise derrière un bureau, visiblement dans les bureaux de l'entreprise, mais dans une autre époque, peut-être les années 90 ou début 2000. Claire sentit une étrange chaleur monter en elle. La femme lui ressemblait, étonnamment. Même forme de visage, mêmes yeux sombres, même sourire contenu. Elle leva les yeux vers M. Martin, confuse. Elle s'appelait Solène. Elle était ma secrétaire, mais aussi bien plus que cela. Il se tut un instant comme s'il cherchait ses mots. C'était ma fille. Claire sentit son souffle se bloquer. Elle regarda à nouveau la photo, essayant de comprendre le lien. « Solène Dubois ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il acquiesça lentement. « Oui, je suppose que ce nom ne vous est pas inconnu. » Claire resta muette. Solène Dubois. Le même nom que sa mère. Mais ce n'était pas possible. Sa mère n'avait jamais parlé de cet homme, jamais évoqué un passé dans une entreprise. Jamais mentionné un père, un ancien patron, un lien avec quelqu'un d'aussi haut placé. « Je ne savais rien de votre existence, » continua M. Martin. « Jusqu'à votre entretien d'embauche, je ne vous ai pas reconnu immédiatement. Mais votre nom, votre regard, puis votre dossier, tout est revenu. » Claire serra la photo contre elle, incapable de détacher ses yeux de l'image. Je n'ai pas compris pourquoi elle n'avait jamais rien dit, pourquoi elle avait disparu. Elle a coupé les ponts du jour au lendemain, et puis elle est morte si brutalement, sans que j'aie le temps de réparer quoi que ce soit. Il s'assit enfin face à elle. Ses traits, habituellement si fermés, semblaient désormais plus humains, presque vulnérables. J'ai su que vous étiez sa fille quand j'ai vu votre date de naissance, et j'ai compris que j'étais votre grand-père. Claire resta figée, incapable de répondre. Les mots tourbillonnaient dans sa tête sans trouver de sens. Ce qu'il disait bouleversait tout ce qu'elle pensait savoir. Toute son histoire personnelle, toute sa solitude, toutes les absences que sa mère n'avait jamais expliquées. M. Martin reprit « Je ne cherche pas votre affection, ni à combler le vide que j'ai moi-même créé. Mais je ne pouvais plus rester à distance. Pas après vous avoir vu avec Léa. Pas après avoir compris que l'histoire se répétait. » Claire sentit ses yeux s'humidifier, mais elle se força à rester droite.
Elle n'avait jamais été le genre à pleurer devant les autres, encore moins dans un cadre aussi solennel. Mais cette révélation changeait tout. Elle était la petite fille d'un homme qu'elle avait toujours perçu comme une entité lointaine, froide, inaccessible. Et lui, ce chef redouté, était désormais lié à elle d'une manière plus intime qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle se leva, sans trop savoir pourquoi, posa la photo sur le bureau avec une lenteur respectueuse. « Je ne sais pas quoi faire de tout ça », murmura-t-elle. Monsieur Martin hocha la tête. « Moi non plus, mais je crois que nous devons commencer par le reconnaître. » Claire quitta le bureau sans un mot de plus. Et pour la première fois, elle sentit que quelque chose avait changé de manière irréversible. Le lendemain de cette révélation bouleversante, Claire arriva au travail avec un mélange d'appréhension et de vide intérieur. Elle avait peu dormi. Sa nuit avait été envahie de souvenirs flous, de regards anciens de sa mère, de silences auxquels elle n'avait jamais prêté attention jusque-là. Léa, insouciante, babillait depuis l'aube, tandis que Claire se battait avec des questions qu'elle n'osait pas formuler à voix haute. Elle avait finalement décidé de ne parler de rien à personne, ni à ses collègues, ni à sa voisine, qui gardait encore une fois la petite. Comment exprimer ce qu'elle-même ne comprenait pas encore? Comment expliquer que l'homme à la tête de l'entreprise n'était pas juste un supérieur hiérarchique, mais son propre grand-père? Lorsqu'elle entra dans le hall, l'ambiance semblait plus contenue qu'à l'habitude. Il y avait quelque chose de suspendu, une retenue palpable, comme si la scène de l'avant-veille flottait encore dans les esprits. Plusieurs collègues la saluèrent brièvement, avec cette politesse mécanique qui masquait mal une curiosité mal contenue. Claire ne répondit que par de légers hochements de tête. Elle n'était pas prête à affronter les questions qu'elle devinait dans chaque regard. Elle monta dans l'ascenseur, seule, pressant le bouton de son étage, espérant traverser la journée sans autre événement imprévu. Mais alors que les portes se refermaient, une main les retint. Monsieur Martin entra. Sans dire un mot, il se plaça à côté d'elle, les yeux fixés devant lui. Claire sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Il n'était pas accompagné, ce qui était déjà rare, mais plus encore, il n'y avait dans son attitude aucune trace du protocole habituel. Il était là, simplement, comme s'il avait attendu ce moment. Le silence dans la cabine était presque oppressant. L'ascenseur montait lentement, trop lentement, accentuant la tension entre eux. Puis, sans se tourner vers elle, il demanda « Vous avez pu dormir cette nuit ?» La question, simple en apparence, portait une lourde charge d'intimité. Claire répondit après quelques secondes « Pas vraiment ». Sa voix était claire mais retenue. Elle voulait rester forte, lucide, même si à l'intérieur, elle se sentait au bord du vertige. Monsieur Martin hocha la tête, comme s'il s'y attendait. Puis, il pressa doucement le bouton rouge d'arrêt d'urgence. L'ascenseur s'immobilisa entre deux étages. Claire tourna la tête brusquement vers lui, surprise, mais il ne montrait aucun signe d'agitation. Il se tourna enfin vers elle, et son regard avait changé. Ce n'était plus celui d'un chef d'entreprise, ni celui d'un homme en posture de pouvoir. C'était un regard d'homme troublé, marqué par des années de silence, de regret, peut-être même de culpabilité. « Je ne sais pas comment faire ça », dit-il. « Je dirige cette entreprise depuis plus de 30 ans. J'ai négocié des contrats dans des dizaines de pays. J'ai dirigé des centaines de personnes. Mais je ne sais pas comment parler à ma petite fille. Je ne sais même pas si j'ai le droit de le faire. » Claire resta immobile. Elle aurait pu répondre par un reproche ou par un mot de soulagement. Mais elle choisit le silence. Elle voulait l'écouter, vraiment. Il reprit. « Quand Solène est partie, elle m'a laissé une lettre. Une lettre que je n'ai jamais su lire correctement. Elle disait qu'elle avait besoin de vivre sa vie loin de mon regard. À l'époque, j'ai cru qu'elle me fuyait pour des raisons personnelles. Ce n'est que maintenant que je comprends qu'elle voulait protéger quelque chose. Peut-être vous. » Il marqua une pause, le regard baissé. Claire observait son profil, cherchant dans les traits de cet homme une trace de la tendresse qu'il semblait avoir pour Solène, et peut-être maintenant pour elle. Il reprit, plus doucement, « Je ne vous demande rien, ni pardon, ni rapprochement. Je veux juste savoir si vous vous sentez soutenu ici, vraiment. Si cette entreprise, mon entreprise, a su vous respecter, si vous avez pu y travailler sans qu'on vous écrase. » Claire inspira profondément. Elle aurait pu mentir, lui dire que tout allait bien. Mais quelque chose dans son ton l'avait convaincue de la sincérité de cette question. « Je fais ce que je peux, » dit-elle finalement. « Je n'ai jamais demandé de traitement spécial. Je suis venue ici parce que j'avais besoin d'un emploi. »
J'ai été accepté très vite, et je n'ai jamais compris pourquoi. Mais je me suis battu pour prouver que je méritais cette place, même si parfois ce n'était pas simple. Je n'ai jamais eu de flexibilité, aucune aide. Et depuis que la crèche a fermé, je suis seul, complètement seul. Les mots étaient sortis d'un bloc, calme, mais indiscutable. Elle ne pleurait pas, elle n'accusait pas, elle décrivait simplement. Et cette vérité nue semblait avoir plus d'impact que n'importe quelle supplication. Monsieur Martin releva les yeux vers elle. Il y avait dans son regard un éclat nouveau, une forme de décision. « Je vais créer quelque chose », dit-il. « Un espace, un service, une unité, je ne sais pas encore. Mais il faut que cela change. Pas seulement pour vous, mais pour toutes les femmes dans votre situation. Vous n'avez pas à vous excuser d'être mère, pas à vous cacher. » Claire n'osait y croire. Il poursuivit plus lentement. « Je veux que vous soyez transférée temporairement dans une nouvelle cellule. Elle n'existe pas encore, mais elle existera dès demain. Vous y aurez des horaires adaptés, un espace pour Léa si nécessaire, un soutien logistique. Je prendrai les décisions nécessaires aujourd'hui même. » Elle le regarda, interdite. Cela semblait irréel. Un instant suspendu, presque trop généreux pour être sincère. Mais l'homme en face d'elle ne semblait pas jouer. Il n'attendait rien en retour. Il proposait quelque chose de concret, d'immédiat. Pas un privilège, mais une reconnaissance. Il reprit « Je sais que cela ne réparera rien, mais c'est un début, pour vous, pour elle. » Il désigna mentalement Léa, absente, mais présente dans toutes les pensées. Claire baissa les yeux, émue malgré elle. Elle pensa à sa mère, à tout ce qu'elle avait traversé sans jamais en parler. Et elle se demanda ce qu'elle aurait pensé de cet instant. Monsieur Martin désactiva l'arrêt d'urgence. L'ascenseur reprit sa course, lentement. Arrivé à leur étage, il la laissa sortir en premier. Elle marcha dans le couloir comme dans un rêve. Tout était pareil, et pourtant, tout avait changé. Derrière elle, la porte de l'ascenseur se referma. À l'aube du jour suivant, Claire se réveilla avec une lueur d'espoir mêlée d'appréhension. La promesse de changement formulée par Monsieur Martin résonnait encore dans son esprit. Elle doutait qu'un geste aussi soudain, aussi ample, puisse être sincère et durable. Pourtant, au fond d'elle, une partie y croyait. Elle se détourna des restes de tourments nocturnes pour poser son regard sur Léa, qui dormait paisiblement près d'elle. Le calme apparent de l'enfant contrastait violemment avec le tumulte intérieur de la jeune femme. Après les quelques gestes matinaux, elle prépara Léa pour la journée, vérifia le sac à langer, ajusta les vêtements de la petite, caressa ses cheveux doux. Elle se demanda un instant si la voisine accepterait encore de la garder. Mais elle ne pouvait plus reculer. Il était temps de se rendre à l'entreprise. Les routes étaient encore humides, la lumière matinale hésitante. En traversant les rues silencieuses, Claire sentit le poids du regard collectif sur elle, comme si tout Lyon savait désormais qu'une bataille invisible se jouait en elle. Quand elle arriva au bâtiment, tout semblait normal. Les portes grandes ouvertes, les gardiens saluant les employés, le hall bruissant des bottes pressées et des conversations matinales. Elle monta dans l'ascenseur, les mains légèrement tremblantes. Elle repensa à la veille, à l'inflexion de la voix de Monsieur Martin, à son regard plein de détermination nouvelle. Elle essaya de chasser le doute, de se persuader qu'il ne s'agissait pas d'un mirage, d'une promesse creuse ou d'un moyen de séduire une employée vulnérable. Elle voulait croire en sa sincérité. Lorsqu'elle arriva à l'étage des bureaux, elle fut interceptée dans le couloir par une voix féminine grave, un peu stressée derrière une porte entrebâillée. Une responsable des ressources humaines, Madame Besson, l'attendait. Son visage trahissait l'urgence. Elle invita Claire à s'asseoir dans une petite salle de réunion adjacente. Sans émotion excessive, elle posa devant elle une tablette électronique allumée, contenant des documents. Elle s'efforça de parler avec neutralité, mais la tension était palpable. « Bonjour Claire. Comme vous vous en doutez, nous avons procédé à des ajustements. Le président lui-même a ordonné une restructuration partielle. Vous allez être transféré, temporairement au moins, dans la nouvelle unité du bien-être familial, qui vient d'être créée par décision de la direction. Vous bénéficierez d'un horaire modulable, d'un espace pour votre enfant, d'un soutien logistique et financier. » En entendant ces mots, le cœur de Claire manqua un battement. Était-ce cela, le fruit concret de la promesse de l'ascenseur? Mais la patronne de la parole ne s'arrêta pas là. Elle continua, précisant les modalités. « Votre effectif sera réduit en tâches administratives lourdes,
vous serez libéré de certaines obligations non essentielles. Vous n'aurez plus à justifier vos retards liés à la garde d'enfants. De plus, vous recevrez une aide d'un montant mensuel pour compenser les frais de garde potentiels que vous pourriez encourir. Elle montra ensuite un planning précoce, un schéma d'aménagement des bureaux avec une petite salle juxtaposée, prévue pour accueillir des enfants, des horaires adaptés pour les mères isolées et un protocole de confidentialité afin que personne ne considère la position comme un plaisir ou un privilège. Malgré le contraste entre la froideur administrative et la nature personnelle de son vécu, Claire sentit qu'elle n'arrivait pas à sourire. Elle voulait pleurer, remercier, ressentir la libération d'un poids, mais il n'était pas possible de mêler émotion et protocole dans ce décor. Elle accepta les documents, examina les colonnes de chiffres, lut les conditions, hésita, releva les yeux vers Madame Besson. Est-ce que cela est définitif? Cette dernière hocha la tête lentement. Pour l'instant, c'est une période pilote. Si cela fonctionne, il y aura évaluation. Mais la décision a été prise au plus haut niveau, sans retour en arrière prévu. Lorsque Claire fut enfin autorisée à quitter la petite salle, les couloirs semblaient avoir changé d'échelle. Le bureau, l'open space, même l'air paraissait moins hostile. Elle retourna vers son ancien poste, collectant ses affaires. Quelques visages l'accueillirent de nouveau avec ce mélange d'incrédulité, de curiosité et de distance qu'elle connaissait désormais. Elle prit la direction du nouvel étage prévu pour son affectation. À mi-chemin, une inconnue, une employée du service bien-être, l'arrêta et lui glissa en voix basse « Je suis contente que cela arrive pour vous, vous le méritez ». Un simple mot murmuré, mais il résonna en elle plus fort que 100 discours officiels. Dans ce couloir, elle trouva aussi des plans esquissés, des maquettes du nouvel espace pour enfants, des croquis d'aires de jeu, d'alcôves, de bureaux parents-enfants. L'ombre du passé professionnel de sa mère, invisible jusqu'à présent, se mêlait sourdement avec cette réalisation. Elle n'était plus seule. La structure qu'elle avait construite dans sa solitude recevait enfin des fondations tangibles. Ce jour-là, l'ensemble de ces journées de peur, de dissimulation, d'efforts invisibles semblait converger vers un moment de bascule. Elle termina la matinée en disposant des cartons sur son nouveau bureau, rangeant quelques effets personnels. Une photo de Léa installée, quelques dossiers, des stylos. C'était modeste, mais c'était le sien. Les regards autour d'elle la questionnaient encore, mais désormais non plus dans le même esprit. Il y avait de l'acceptation implicite, de l'adaptation collective, et peut-être même un tournant pour ce bureau trop longtemps froid. Lorsque midi arriva, elle ferma doucement son ordinateur, sortit de son tiroir un petit pot de purée que la voisine lui avait reconfié et retourna à la petite salle pour enfants prévue, laquelle n'était pas encore prête, mais où l'on avait déjà posé une table, une chaise basse, des coussins. Elle y entra et resta quelques minutes, respirant cette nouveauté, sentant une fragilité et une promesse mêlées. Elle aurait aimé que sa mère soit là pour dire « Je savais que tu allais y arriver ». Elle se demanda si, dans cet ordre de réalité que personne ne lui avait raconté, sa mère avait cru à un jour pareil. En fin d'après-midi, elle rentra chez elle avec des dossiers sous le bras, une appréhension plus légère qu'à l'ordinaire. Elle posa Léa sur le sol de la chambre, la contempla jouer quelques instants, puis s'effondra dans un fauteuil, le cœur chaud malgré la fatigue. Elle repassa mentalement les heures du jour, l'appel des ressources humaines sans explication préalable, le transfert dans une unité qu'elle n'imaginait pas, les promesses, les documents, les regards. Tout semblait s'aligner. Elle ne percevait pas encore toutes les implications, les résistances qui viendraient, mais elle savait, au plus profond d'elle, que cette nouvelle circulation de pouvoir et de reconnaissance changeait la donne. Ce soir-là, elle se força à envisager l'avenir avec un espoir circulaire et prudent. L'histoire qu'elle croyait inaboutie prenait un tournant. La structure de l'entreprise, jadis hostile, devenait un terrain possible pour elle. Et la filiation, jusque-là étouffée par le silence, se révélait par des actes plus que par des mots. Le lundi suivant marquait officiellement le début de Claire dans sa nouvelle affectation au sein de l'unité du bien-être familial. Lorsqu'elle arriva au bureau, tout semblait plus calme, presque suspendu. Le personnel de l'étage l'accueillit avec courtoisie, mais avec cette forme de réserve qui trahit une perception incertaine. Si certains affichaient une neutralité professionnelle irréprochable, d'autres ne prenaient même pas la peine de masquer leur malaise. Une collègue qu'elle ne connaissait que de vue se contenta d'un regard appuyé suivi d'un sourire rapide
et sans conviction. Une autre, plus jeune, se détourna à son passage, feignant de consulter un rapport pour éviter l'interaction. Claire ne dit rien. Elle s'installa à son bureau, alluma son ordinateur et se plongea immédiatement dans les dossiers qu'on lui avait confiés. Elle connaissait déjà ses tâches: saisie de données, réponses à des courriels internes, rédaction de comptes rendus. Rien de nouveau en soi. Pourtant, l'environnement dans lequel elle travaillait maintenant rendait chaque action différente. Elle était observée. Elle le sentait dans chaque mouvement autour d'elle. Le moindre geste, la moindre pause, la fréquence de ses appels étaient des marqueurs analysés avec une acuité nouvelle par ceux qui l'entouraient. Peu avant 10 heures, elle entendit son nom prononcé dans un chuchotement. 2 employés penchés sur une photocopieuse la désignaient sans savoir qu'elle pouvait entendre. Elle fit semblant de ne rien percevoir, mais la tension se glissa immédiatement sous sa peau. Plus tard, en sortant de la salle de réunion, elle croisa une ancienne collègue du service administratif. La femme la salua, mais son sourire était raide, son regard fuyant. L'impression de trahison, ou du moins de rupture, se fit plus nette. Le climat changeait rapidement. Là où auparavant elle n'était qu'une employée discrète, effacée dans la masse, elle devenait désormais une présence qui dérangeait, un symbole de traitement différencié. L'idée qu'elle puisse bénéficier de faveurs, réelles ou supposées, circulait dans les couloirs. On murmurait qu'elle avait obtenu sa mutation par des moyens détournés, que sa proximité soudaine avec le président cachait une relation obscure. Certains allaient jusqu'à affirmer qu'elle le connaissait depuis bien plus longtemps, qu'elle avait usé d'un lien personnel pour tirer avantage d'une situation difficile. Le bruit courait vite, trop vite. Claire sentit l'isolement s'intensifier. Les invitations à la pause café cessèrent. Les discussions autour d'elle s'interrompaient dès qu'elle approchait. Même les échanges de courriels internes prenaient un ton plus sec, plus distant. Le poids de cette suspicion nouvelle la suivait jusque dans les moments les plus simples de sa journée. À la cantine, une table se libérait juste à côté d'un groupe, mais personne ne l'invitait à s'y asseoir. Elle mangeait seule, feuilletant mécaniquement les documents apportés pour gagner du temps, alors qu'en réalité, elle cherchait simplement à masquer l'isolement. Un après-midi, alors qu'elle sortait du bâtiment pour rejoindre Léa chez sa voisine, elle surprit une conversation à l'entrée. 2 employés discutaient à voix basse, mais le ton n'était pas discret. « Tu sais ce qu'on dit, non? Qu'elle a quelque chose sur lui. Du chantage, peut-être. » L'autre haussa les épaules. « Ou alors elle est de sa famille. C'est ça qu'on raconte aussi. Mais personne ne sait si c'est vrai. » Claire les croisa sans ralentir. L'un des deux se tut immédiatement, l'autre détourna les yeux, embarrassé. Elle continua son chemin, les dents serrées, le cœur lourd. Ce n'était pas tant la méchanceté qui l'atteignait, mais la certitude que les gens préféraient inventer que comprendre. Ils avaient assisté à une scène, vu une conséquence, et cela suffisait à bâtir une version complète des faits sans jamais chercher la vérité. Chez elle, le soir, elle tentait de reprendre le dessus. Elle jouait avec Léa, lui chantait des comptines, s'occupait du linge, préparait les repas. Ces gestes familiers avaient un effet apaisant, mais le poids de l'extérieur s'infiltrait dans la maison. Elle n'en parlait à personne. Elle n'avait pas d'amis proches, pas de famille pour écouter ou conseiller. Elle notait parfois ses pensées dans un carnet pour ne pas les laisser envahir son esprit. Elle y écrivait ce qu'elle ne pouvait dire, ses doutes, ses colères, son sentiment d'injustice. Le jour suivant, elle fut convoquée dans le bureau de Madame Besson, du service des ressources humaines. L'entretien se voulait informel, mais la tension était palpable. « Claire, commença-t-elle, il y a beaucoup de commentaires qui circulent à propos de votre affectation. Je tenais à vous assurer que la direction soutient pleinement votre présence ici. Mais je dois aussi vous conseiller de rester discrète. Certains changements suscitent des résistances. » Claire hocha la tête, gardant pour elle le commentaire acide qui lui montait aux lèvres. « Je ne cherche pas à attirer l'attention, » répondit-elle simplement. Madame Besson acquiesça. « Je le sais. Mais parfois, ce n'est pas nous qui décidons. » Elle ponctua la phrase d'un sourire bref, sans réelle chaleur. À la sortie du bureau, Claire sentit pour la première fois une forme de colère sourde monter en elle. Elle ne demandait pas à être protégée, mais elle refusait d'être sacrifiée sur l'autel des préjugés. Ce qu'elle vivait n'avait rien à voir avec un privilège. C'était un droit élémentaire, pouvoir travailler sans renoncer à être mère, pouvoir exister dans un espace professionnel sans être déformée par les fantasmes des autres. Elle repensa aux paroles de M. Martin, à sa promesse d'un changement structurel, pas seulement symbolique.
Elle comprit que ce combat-là ne venait que de commencer. En fin de semaine, elle reçut un message interne signé directement de la présidence. Il annonçait la création d'un comité de pilotage pour l'unité du bien-être familial, incluant des représentantes du personnel. Claire était invitée à y participer. Le courriel ne laissait aucun doute sur la volonté de l'entreprise de donner du poids à cette initiative. Pourtant, elle savait que cela allait renforcer les regards, les commentaires, la méfiance. Mais elle accepta sans hésiter. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Il s'agissait de toutes celles qui, comme elle, avaient dû cacher leur réalité pour continuer à exister dans le monde professionnel. Elle termina la journée debout devant l'ascenseur, un dossier à la main, le regard droit. Les voix derrière elle n'avaient plus le même effet. Elle n'était pas là pour leur plaire. Elle était là pour durer, pour que, peut-être, une autre Claire, un jour, n'ait pas à se justifier d'être mère. La fin du mois approchait avec son lot de tensions accumulées, et les bruits de couloir s'étaient installés dans les murs, comme une rumeur persistante que personne ne pouvait plus ignorer. Claire, malgré son calme apparent et sa concentration constante sur le travail, sentait chaque jour le poids de l'isolement se renforcer. Elle remplissait ses missions avec rigueur, évitant les discussions inutiles, les pauses prolongées ou les échanges informels qui rythmaient habituellement les journées de bureau. Son espace de travail était devenu un refuge, mais aussi un poste d'observation silencieux. Elle avait appris à lire les regards, à décoder les intonations des phrases trop polies, à identifier les absents volontaires des réunions où elle intervenait. Elle était devenue un corps étranger dans une structure qui ne savait plus comment la nommer. Le matin du jeudi, alors qu'elle s'apprêtait à prendre son café dans l'espace commun, une employée du service des ressources humaines s'approcha d'elle. Il ne s'agissait pas de Madame Besson, mais d'une autre femme plus jeune qu'elle avait croisée à quelques reprises dans les couloirs, sans jamais échanger plus qu'un bonjour. Elle s'appelait Élise, et son attitude était différente des autres, ni crispée ni distante. Elle s'approcha doucement, le regard direct, et lui demanda si elle pouvait lui parler quelques minutes. Claire, surprise, accepta. Elles s'installèrent dans une salle de repos vide. Élise semblait nerveuse mais déterminée. Elle sortit un petit dossier manila de son sac, son nom sur la couverture. Elle le posa sur la table, le regardant un instant comme si elle hésitait encore à l'ouvrir. Finalement, elle leva les yeux vers Claire. « Je ne devrais peut-être pas faire ça. Ce n'est pas habituel, mais je suis tombée sur un document qui vous concerne, et je pense que vous devriez le voir. » Claire fronça les sourcils, méfiante. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle. Élise prit une inspiration brève. « C'est un ancien dossier RH, archivé, oublié dans une base interne non utilisée depuis des années. Il porte votre nom. Mais ce n'est pas un dossier classique de candidature ou d'embauche. C'est autre chose. » Elle ouvrit doucement le dossier et tourna l'une des premières pages vers Claire. Celle-ci reconnut tout de suite les informations de base. Son nom, sa date de naissance, son adresse à l'époque de l'embauche. Mais il y avait aussi autre chose. En haut du document figurait une mention manuscrite. Validation exceptionnelle. Décision direction générale. Et plus bas, une signature. Claire la fixa longuement. Ce n'était pas celle d'un recruteur classique. C'était celle de Monsieur Martin. Le cœur de Claire se serra. Elle feuilleta lentement les pages suivantes. Il y avait des échanges internes, des notes confidentielles, des pièces jointes. Parmi elles, un courrier de recommandation daté de plus de 2 ans, signé par une ancienne collaboratrice de haut rang aujourd'hui à la retraite. Ce courrier évoquait une candidature très prometteuse d'une jeune femme dont le profil mérite une attention particulière. Aucun détail ne mentionnait explicitement un lien familial, mais tout dans le ton du dossier respirait une forme de traitement spécial, d'exception silencieuse. Claire comprenait peu à peu que son embauche, qu'elle avait crue due au hasard et à la nécessité, avait été déclenchée sous un regard bienveillant, ou du moins intéressé. Elle releva les yeux vers Élise. « Pourquoi me montrez-vous ça » demanda-t-elle. La jeune femme sembla hésiter avant de répondre. « Parce que je pense que vous avez le droit de savoir ce qui s'est passé, et parce que je vois bien comment les gens vous traitent depuis votre transfert. Je sais que vous n'avez rien demandé, mais ce dossier prouve que quelqu'un, quelque part, avait déjà prévu votre présence ici, et que votre histoire, malgré les apparences, n'a jamais été anodine. » Claire referma le dossier, les mains froides. Ce qu'elle tenait entre ses doigts n'était pas seulement un document administratif, c'était une pièce manquante d'un puzzle qu'elle n'avait jamais pu reconstituer.
La rapidité de son embauche, l'absence d'entretien formel, la neutralité étrange de la DRH lors de son arrivée, tout prenait un nouveau sens. Quelqu'un, probablement M. Martin, l'avait fait entrer dans l'entreprise sans qu'elle ne s'en rende compte, sans jamais lui révéler ce geste. Et aujourd'hui encore, il ne lui avait pas parlé de ce dossier. Il avait attendu qu'elle découvre seule ce qu'il avait déclenché en silence. De retour à son bureau, Claire ne dit rien à personne. Elle glissa le dossier dans son sac, entre le carnet de santé de Léa et une pochette de documents comptables. L'après-midi passa comme un rêve, avec cette sensation étrange d'avoir été, sans le savoir, le sujet d'un choix qui ne lui appartenait pas. Elle repensa à sa mère, à toutes les zones d'ombre qu'elle avait toujours évitées, à toutes les fois où Solène avait esquivé les questions sur son passé professionnel. Elle comprenait mieux maintenant pourquoi sa mère avait refusé de parler. Elle voulait que Claire vive sa vie sans dette, sans soupçon, sans savoir. Mais le secret avait fini par remonter à la surface, et il avait un prix. Le lendemain matin, Claire prit la décision de ne pas en parler à M. Martin. Pas encore. Elle voulait comprendre d'abord ce que cela changeait pour elle. Si elle allait continuer à se battre pour une place qu'on lui avait peut-être donnée avant même qu'elle la mérite, si elle devait exiger la transparence ou simplement avancer avec cette nouvelle connaissance. Elle savait que le rapport de force avait changé, mais elle refusait que cela devienne une monnaie d'échange. Elle ne voulait pas être la bénéficiaire silencieuse d'un réseau d'influence. Elle voulait prouver que, malgré tout, elle appartenait à cet endroit par son travail, par ses efforts, pas par un nom ou une signature. En sortant du métro ce jour-là, elle marcha plus lentement vers l'entreprise. Le vent était plus froid, mais son esprit plus clair. Elle ne pouvait pas effacer le passé ni réécrire la manière dont elle était entrée dans cette structure, mais elle pouvait choisir ce qu'elle allait faire de cette vérité. Le dossier dans son sac était là, tangible. Mais ce n'était pas ce qui la définissait. C'était elle, Claire et personne d'autre qui allait écrire la suite. Un jeudi après-midi comme un autre, alors que Claire se rendait à une réunion dans un des bâtiments annexes récemment rénovés de l'entreprise, elle emprunta pour la première fois le couloir principal du nouveau pôle de services partagés. Ce secteur moins fréquenté par les employés habituels regroupait les archives, la médiathèque interne et plusieurs salles de conférences utilisées par les départements stratégiques. Les murs avaient été décorés de manière sobre, presque élégante, alternant entre citations inspirantes sur le monde du travail et photographies anciennes retraçant l'histoire de la société. Claire, d'abord absorbée par ses pensées, ralentit le pas en passant devant une série de cadres accrochés sur un panneau de bois clair. Il y avait là une collection de photos en noir et blanc, datant manifestement des premières années de l'entreprise. On y voyait des hommes en costume-cravate, des secrétaires tapant à la machine, des groupes posant fièrement devant des entrepôts fraîchement construits. L'esthétique rétro, loin de créer une distance, évoquait une familiarité étrange. Claire parcourut rapidement du regard les images, curieuse mais détachée, jusqu'à ce qu'elle s'arrête net. Une photo en particulier attira son attention. Placée en haut à droite, elle représentait un petit groupe de personnes, sans doute l'équipe fondatrice. Tous souriaient, certains se tenant les bras, d'autres debout avec les mains croisées devant eux. Mais ce ne fut pas la posture ni l'ambiance qui figèrent Claire, mais le visage d'une jeune femme au centre. Elle portait une robe sobre, les cheveux relevés, les traits fins. Son regard fixe l'objectif, sérieux mais doux. Claire recula légèrement. Elle connaissait ce visage. C'était comme se regarder dans un miroir déformé par le temps. Ce n'était pas elle, évidemment, mais cette ressemblance allait au-delà de l'étrange. Ce visage, elle l'avait vu toute sa vie. C'était celui de sa mère, ou quelqu'un qui lui ressemblait trop pour que ce soit une coïncidence. Claire resta là, immobile, pendant de longues secondes. Elle détailla chaque ligne du visage, chaque nuance d'ombre, chaque pli du vêtement. Ce n'était pas une simple ressemblance, c'était une évidence. Et le choc de cette reconnaissance silencieuse fut si brutal qu'elle dut s'asseoir quelques instants sur le banc près de l'entrée de la salle de réunion. Une collègue la rejoignit peu après, croyant qu'elle attendait l'ouverture de la salle. Voyant Claire fixer la photo, elle suivit son regard. Ah, cette image! Elle a été prise juste après l'ouverture du premier entrepôt de la société. Tu vois la femme au centre? C'est Solène, l'ancienne secrétaire de M. Martin. On raconte qu'elle était brillante, mais qu'elle est morte très jeune. C'était une vraie tragédie à l'époque. Claire tourna lentement la tête vers sa collègue. « Tu connais son nom complet ?» demanda-t-elle, la voix légèrement rauque. « Solène Martin, je crois.
mais tout le monde l'appelait juste Solène. Le cœur de Claire battait à tout rompre. Elle resta un instant silencieuse, puis remercia sa collègue d'un signe de tête. L'autre s'éloigna, sans se douter de l'onde de choc qu'elle venait de déclencher. Solène Martin. Ce nom confirmait ce que Claire redoutait et espérait à la fois. Sa mère avait porté un autre nom avant de devenir Solène Dubois. Un changement de nom, une fuite, un passé effacé, tout commençait à s'aligner. De retour chez elle ce soir-là, Claire prit la boîte à souvenirs que sa mère lui avait laissée avant de mourir. Elle ne l'ouvrait presque jamais. À l'intérieur, quelques photos, des lettres, une vieille montre, une paire de boucles d'oreilles, mais rien qui parlait explicitement d'un lien avec l'entreprise. Elle réalisa alors à quel point sa mère avait été méticuleuse pour effacer toute trace de son passé, et à quel point Claire avait été aveugle à ses silences. La découverte de cette photo changeait tout. Elle comprenait maintenant que sa mère n'avait pas seulement fui un emploi, ni une relation professionnelle. Elle avait quitté une histoire entière, un monde dans lequel elle ne voulait pas que sa fille grandisse. Et pourtant, par un étrange retour du destin, Claire y était revenue, sans le savoir, sans l'avoir cherché. Les jours suivants furent empreints d'une vigilance nouvelle. Claire, désormais consciente de ce passé invisible, observait tout avec un regard différent. Les décisions du président, les mots choisis dans les réunions, même les regards furtifs de certains anciens employés, prenaient un autre relief. Elle comprit que certaines personnes savaient, ou du moins suspectaient quelque chose, et qu'elles avaient gardé le silence pour des raisons diverses, par respect, par peur, ou simplement par habitude. Mais ce silence collectif ne suffirait plus. Elle avait besoin de réponses, pas pour se venger ni pour juger, mais pour construire, pour savoir d'où elle venait, pour comprendre pourquoi sa mère avait fui et pourquoi son grand-père, car elle n'en doutait plus, avait attendu si longtemps avant d'agir. Elle retourna plusieurs fois dans le couloir des archives, observant de nouveau la photo, comme si elle pouvait y lire ce que les mots n'avaient jamais dit. Elle se mit aussi à poser des questions discrètes à certains employés plus anciens. Tous ne répondaient pas, mais certains confirmaient que Solène avait été très proche de M. Martin. Une femme brillante, discrète, admirée, mais aussi distante, indépendante. Et puis un jour, elle avait quitté l'entreprise sans prévenir, sans explication, ne laissant derrière elle qu'un poste vide et une série de spéculations jamais confirmées. Claire se demandait désormais si sa mère avait voulu la protéger d'un monde qu'elle jugeait dangereux ou simplement d'un père qu'elle n'avait plus voulu affronter. Elle repensait à toutes les fois où elle avait interrogé sa mère sur sa jeunesse, sur sa famille, et où elle avait reçu des réponses vagues, des sourires tristes, des silences têtus. À l'époque, elle croyait que ces silences étaient de la pudeur. Aujourd'hui, elle y voyait une stratégie. Le choc de la découverte s'estompa peu à peu, laissant place à une détermination calme. Elle ne voulait pas exposer la vérité comme une blessure, elle voulait en faire un socle, une vérité à partir de laquelle elle pourrait poser les bases de ce qu'elle était réellement. Pas seulement une employée en situation délicate, pas seulement une mère célibataire, mais la fille d'une femme forte qui avait fait un choix radical pour sa propre liberté, et la petite fille d'un homme qui, malgré ses erreurs, tentait de réparer un lien longtemps brisé. Elle savait que le moment de confronter cette histoire approchait, et qu'elle ne pourrait plus faire semblant de ne pas savoir. Claire passa le week-end à ruminer une seule idée. Elle devait lui parler. Il n'y avait plus de place pour les doutes, ni pour les silences confortables. Elle avait accumulé les pièces d'un puzzle que sa mère avait volontairement laissé incomplet, mais désormais, l'ensemble formait une image qu'elle ne pouvait plus ignorer. Cette femme sur la photo, les documents retrouvés par Élise, le regard inhabituel de M. Martin, les décisions soudaines qui avaient bouleversé son quotidien professionnel, tout pointait dans une seule direction. Il avait su, et il avait agi, mais jamais il ne lui avait donné la vérité entière. Le lundi matin, Claire arriva plus tôt que d'habitude. Elle déposa Léa chez la voisine, prépara une série de documents à remettre plus tard à son équipe et prit l'ascenseur sans même passer par son bureau. Elle monta directement au dernier étage. Devant la porte du bureau de M. Martin, elle hésita une fraction de seconde, puis elle frappa 2 fois, sèchement. Une voix à l'intérieur répondit calmement « Entrez ». Il était seul, debout, comme toujours, dos à la baie vitrée. Il ne sembla pas surpris de la voir. Il ne feignit pas non plus la curiosité. Lorsqu'il se retourna, il la fixa quelques secondes en silence. Puis,
Il hocha légèrement la tête, comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. « Je vous écoute, Claire. » Elle entra, referma la porte derrière elle, puis resta debout au milieu de la pièce, les bras croisés. Elle prit une inspiration lente avant de parler. Je sais qui était Solène. Les mots résonnèrent dans l'espace comme une déclaration de guerre. Monsieur Martin ne répondit pas immédiatement. Il baissa légèrement les yeux, puis se dirigea vers son bureau. Il posa les mains sur le rebord, s'y appuya. « Je m'en doutais », murmura-t-il. Claire sortit de son sac la photo en noir et blanc qu'elle avait discrètement photographiée dans le couloir des archives. Elle la déposa sur le bureau. « Ce n'était pas seulement votre secrétaire, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Il leva les yeux vers elle et cette fois aucun détour, aucun masque. « Non, c'était ma fille. » Le silence qui suivit fut dense, chargé de toutes les années perdues, des secrets non dits, des gestes jamais faits. Claire inspira à nouveau. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit ?» Sa voix ne tremblait pas. Elle ne criait pas. Mais l'intensité de sa question transperçait chaque mot. Monsieur Martin ne répondit pas tout de suite. Il marcha lentement vers la bibliothèque, prit un dossier, le reposa, fit quelques pas, comme si le mouvement pouvait l'aider à formuler une réponse. Finalement, il s'arrêta. Parce que je ne savais pas comment, parce que j'ai eu peur, et parce que j'ai pensé que vous me rejetteriez. Claire resta immobile. Elle n'attendait pas une confession. Elle voulait des faits, des réponses. Elle reprit « Pourquoi suis-je ici dans cette entreprise ? Depuis le début, pourquoi avoir facilité mon embauche ? Pourquoi m'avoir laissé croire que j'étais une simple candidate comme les autres ?» Il hocha lentement la tête. « Parce que je voulais vous avoir à proximité, sans perturber votre vie, sans imposer ma présence. Je voulais voir qui vous étiez, ce que vous deviendriez. Et surtout, je voulais réparer, d'une manière ou d'une autre. » Elle avança d'un pas. « Mais pourquoi ne pas avoir été honnête ? Vous m'avez observé pendant 2 ans. Vous avez vu mes difficultés, mon isolement. Et ce n'est qu'au moment où vous m'avez vu avec ma fille que vous avez réagi. » Il baissa les yeux. « Parce que c'est ce jour-là que j'ai compris que l'histoire se répétait, que vous étiez seul, comme votre mère l'avait été, que je ne pouvais plus me taire. » Claire ressentait une chaleur dans la poitrine, un mélange de rage, de chagrin et de lucidité. Elle ne savait pas si elle devait lui en vouloir ou le plaindre. Mais elle poursuivit implacable. « Elle ne m'a jamais parlé de vous. Elle ne m'a jamais dit qu'elle avait travaillé ici, ni que son père dirigeait cette entreprise. Elle a tout effacé. Pourquoi ?» Il releva les yeux, et pour la première fois, elle vit chez lui une faille. « Parce que je l'ai trahie. Elle est tombée enceinte jeune. J'ai refusé de l'aider. J'ai eu peur du scandale, peur de perdre ma position, peur de ce que les autres diraient. Alors, elle est partie. Et je ne l'ai plus jamais revue. » Claire sentit un vide soudain. Elle connaissait enfin la vérité, mais elle ne savait pas quoi en faire. Elle se tourna, fit quelques pas vers la porte, puis s'arrêta. « Et maintenant ? Qu'attendez-vous de moi ? Que je vous remercie ? Que je vous pardonne ?» Il ne répondit pas tout de suite. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était plus basse, plus fragile. « Je n'attends rien. Je voulais que vous sachiez, que vous ayez le choix. » Elle se retourna lentement. « Le choix de quoi ?» demanda-t-elle. « Le choix de vous éloigner ou de rester. Le choix de construire ou non. Je ne vous imposerai rien, Claire, mais je ne veux plus me cacher. » Elle le fixa un long moment, puis elle déclara « Je ne suis pas ici grâce à vous. Je suis ici parce que je me suis battue, parce que j'ai élevé ma fille seule, sans aide, parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Ce que vous n'avez pas fait. » Il acquiesça. « Je le sais. » Elle se dirigea vers la porte, posa la main sur la poignée, puis se tourna une dernière fois. « Je ne sais pas encore si je vous pardonnerai, mais je ne vous fuis pas. Je ne suis pas Solène, et je ne laisserai pas cette histoire me définir. » Puis, elle ouvrit la porte et sortit sans un mot de plus. Dans le couloir, elle sentit une étrange légèreté, pas de soulagement, mais la sensation d'avoir repris le contrôle. Elle n'avait pas fermé la porte, mais elle ne l'avait pas laissée ouverte non plus. Elle avançait avec ses mots, avec sa mémoire, avec sa volonté, et pour la première fois, elle se sentait pleinement à sa place. Les jours qui suivirent l'affrontement entre Claire et Monsieur Martin furent empreints d'une étrangeté silencieuse. Rien en surface ne semblait avoir changé dans le rythme du travail. Les réunions se tenaient à l'heure, les rapports circulaient, les pauses déjeuner se poursuivaient dans les recoins familiers de l'entreprise. Mais Claire, elle, vivait désormais dans une tension contenue, une attention aiguë à chaque détail.
Le poids des révélations récentes ne s'était pas allégé avec le temps. Au contraire, il s'enracinait en elle, tissant des liens entre les événements passés et le présent, entre ce qu'on lui avait dit et ce qui lui avait été caché. Un matin, alors qu'elle archivait des documents internes dans le système de gestion de la nouvelle unité, Claire tomba sur une série de fichiers mal classés. Par habitude professionnelle, elle entreprit de les réorganiser sans intention particulière. Mais l'un des fichiers, daté de plusieurs années en arrière, retint son attention. Il s'agissait d'un ancien rapport interne rédigé peu de temps après la création de l'entreprise. Le nom de Solène y apparaissait en clair. Curieuse, Claire ouvrit le fichier. Ce qu'elle y lut acheva de compléter l'histoire, mais ajouta aussi un niveau de complexité qu'elle n'avait pas anticipé. Le rapport évoquait une démission soudaine et non prévue d'une collaboratrice clé, Solène Martin, alors en poste auprès de la direction. Il notait qu'aucune procédure officielle de départ n'avait été suivie, qu'aucune lettre de démission n'avait été déposée et que l'employé avait simplement cessé de se présenter au travail. Le ton du document était froid, administratif, mais une note manuscrite en marge trahissait une émotion plus humaine. Elle a tout effacé, même nous. Claire lut cette phrase plusieurs fois. Elle ne savait pas qui l'avait écrite, mais elle comprenait parfaitement ce qu'elle signifiait. Ce n'était pas simplement une fuite. Solène avait effacé sa trace. Elle avait choisi de disparaître, non seulement de la vie de son père, mais de toute la structure qu'il représentait. Et cette décision, aussi radicale fût-elle, n'avait pas été le fruit d'un simple désaccord. En poursuivant sa lecture, Claire découvrit un échange de courriels daté de quelques semaines avant cette disparition. L'un d'eux, particulièrement sec, portait la signature de Monsieur Martin. Il y était question de maintenir l'image de l'entreprise, de réduire les conséquences personnelles sur la gouvernance et de gérer la situation avec discrétion. Aucune mention directe d'un enfant à naître, mais tout dans le ton indiquait une réaction à une crise personnelle vécue comme une menace pour la structure hiérarchique. Claire referma le fichier avec une nausée sourde. Elle avait espéré que la vérité soit simple, qu'un homme pris dans la peur ait manqué de courage, mais elle découvrait maintenant que cette peur avait été accompagnée de décisions froides, stratégiques. Solène n'avait pas fui un père incapable. Elle avait fui un supérieur hiérarchique qui, pour sauver sa position, avait préféré la sacrifier symboliquement. Elle comprenait mieux la dureté de certains silences, l'absence de photographie dans leur appartement d'enfance, l'évitement constant de tout ce qui touchait à la famille maternelle. Le soir même, elle resta longtemps éveillée, Léa endormie contre son flanc. Elle repassa mentalement chaque détail de l'histoire, de l'embauche précipitée à la photo en noir et blanc, du transfert dans l'unité familiale au murmure de ses collègues, du dossier oublié par les ressources humaines au regard de son grand-père lors de leur confrontation. Tout prenait sens, et tout devenait plus lourd à porter. Elle se demanda un instant si elle devait affronter M. Martin une nouvelle fois, lui exposer ce qu'elle avait découvert, demander des comptes. Mais une autre partie d'elle hésitait. Que gagnerait-elle à rouvrir cette plaie? Il avait avoué son erreur, reconnu son rôle. Elle, désormais, avait la vérité entière. Peut-être était-ce suffisant. Peut-être que ce silence conscient était, pour une fois, un choix qui lui appartenait. Le lendemain, dans le couloir principal de l'entreprise, elle croisa Élise, la jeune femme des ressources humaines. Elles échangèrent un regard complice. Claire s'arrêta brièvement. « Merci pour ce que vous m'avez montré. Vous ne pouviez pas savoir à quel point c'était important. » Élise sourit faiblement. « Je crois que vous avez plus de courage que vous ne le pensez. Et quoi qu'on dise ici, tout le monde l'a remarqué. » Claire répondit par un hochement de tête et reprit sa route. Dans la salle de réunion, plus tard, elle présida pour la première fois une session du comité du bien-être familial. Elle y parla de nouvelles politiques à mettre en place, de dispositifs de garde, de soutien psychologique pour les employés en situation de vulnérabilité familiale. Sa voix était ferme, posée, assurée. Elle ne tremblait plus, car elle ne parlait plus seulement en tant qu'employée, ni même en tant que fille d'un passé qu'on avait voulu lui dissimuler. Elle parlait en tant que femme qui avait traversé l'ombre et en avait extrait de la matière pour construire quelque chose de réel. Ce jour-là, à la fin de la réunion, elle resta seule quelques minutes dans la salle, face au tableau blanc couvert de schémas et d'objectifs. Elle pensa à sa mère, à ce qu'elle aurait dit si elle avait été là. Elle imagina sa réaction en voyant sa fille présider un comité, donner des directives, se tenir droite dans une entreprise qu'elle avait autrefois fuie.
Elle se demanda si elle aurait été fière ou inquiète ou un peu des deux. Puis avec un calme inattendu, elle effaça le tableau, rangea ses dossiers, éteignit la lumière et sortit de la salle. Elle savait désormais que la vérité ne la détruisait pas. Au contraire, elle la fondait et que dans cette vérité, elle pouvait continuer à avancer, non pas malgré l'histoire de sa famille, mais à partir d'elle. Les jours qui suivirent furent décisifs, non seulement pour Claire, mais pour toute la structure de l'entreprise. L'impact de son parcours personnel s'était peu à peu transformé en mouvement collectif. Les premières décisions prises dans le cadre du comité du bien-être familial avaient généré des réactions concrètes. Les témoignages de collègues, longtemps restés en retrait, commencèrent à affluer. D'autres femmes, mères célibataires ou aidantes d'un proche dépendant, trouvèrent enfin un espace où leur situation n'était plus marginalisée. Ce qui à l'origine semblait n'être qu'une faveur isolée pour une employée en difficulté, devenait désormais une politique sociale visible, assumée et en expansion. M. Martin, quant à lui, se fit plus discret. Il n'intervenait plus directement dans les réunions de Claire, ni dans la gestion quotidienne de l'unité. Il s'effaçait avec une prudence nouvelle, laissant à Claire l'autonomie dont elle avait besoin pour occuper pleinement sa fonction. Mais son influence restait perceptible, à travers les budgets débloqués, les priorités validées, les nouvelles embauches dans les services annexes au bien-être. Il n'avait jamais parlé publiquement de leurs liens. Claire non plus. C'était une entente silencieuse, un pacte tacite où chacun respectait les frontières nécessaires. Un vendredi matin, en ouvrant ses courriels, Claire tomba sur une invitation officielle à une conférence interne intitulée « Transformer l'entreprise par la reconnaissance des parcours invisibles ». La date était fixée à la semaine suivante. L'invitation portait le sceau de la présidence et précisait que Claire interviendrait comme oratrice principale en présence de l'ensemble du personnel. Elle relut l'email plusieurs fois, saisie par une vague d'émotions contradictoires. Elle n'avait pas demandé à prendre la parole devant tout le monde. Et pourtant, elle comprit immédiatement que ce moment était une suite logique, une forme d'aboutissement. Cette fois, elle ne parlerait pas seulement pour elle, mais au nom de toutes celles dont les voix avaient trop souvent été tues. Elle passa le week-end à rédiger son discours entre les repas de Léa, les lessives et les moments de calme rares dans l'appartement. Elle ne voulait ni pathos, ni effet dramatique. Ce qu'elle souhaitait, c'était raconter une trajectoire faite de responsabilité, de fatigue, de solitude et d'apprentissage, mais aussi de courage, de dignité et de travail. Elle décida de ne pas parler de sa mère par son prénom, ni de M. Martin. Ce n'était pas le lieu. Elle parlerait des faits, de la difficulté à tout concilier, de la pression silencieuse, du besoin de structures adaptées, pas pour faire plaisir, mais pour permettre aux femmes de continuer à travailler sans s'effondrer. Le jour de la conférence, la grande salle polyvalente de l'entreprise était pleine. Tous les services étaient représentés. Des employés d'ancienneté, des jeunes recrues, des cadres, des agents logistiques, tous réunis dans un même espace inhabituellement solennel. Claire monta sur scène, ses notes à la main, le regard droit. Elle respira lentement, la gorge nouée. Mais une fois le micro ouvert, elle sentit une clarté intérieure la guider. Elle parla de sa première journée, de cette matinée pluvieuse où elle avait dû cacher sa fille sous une couverture pour pouvoir garder son poste. Elle parla des silences, des regards, des jugements, de l'épuisement physique et mental. Elle évoqua aussi le moment où les choses avaient commencé à changer. Pas d'un coup, pas par magie, mais par une décision concrète, un espace dédié, une structure qui reconnaissait enfin une réalité longtemps ignorée. Elle termina son discours en soulignant que cette transformation n'était pas l'œuvre d'une seule personne, mais d'un ensemble de volontés, que l'histoire personnelle, aussi chargée soit-elle, pouvait devenir un levier de changement lorsqu'on lui laissait de la place. Puis, à la fin de sa prise de parole, elle marqua une pause. Une technicienne lui tendit une enveloppe en lui disant que cela faisait partie de l'organisation officielle. Claire l'ouvrit, légèrement surprise, sous les yeux de la salle entière. À l'intérieur se trouvait une lettre imprimée, sur papier à en-tête de la présidence. Elle la lut silencieusement, puis reprit le micro. « Je viens de recevoir une information que je ne connaissais pas encore. » Elle leva les yeux vers l'auditoire. « À partir de la semaine prochaine, le programme que nous avons lancé ici portera un nouveau nom. Il s'appellera désormais « Projet Solène ». Un murmure parcourut la salle. Certains ne comprenaient pas. D'autres avaient déjà fait le lien.
Claire sentit ses mains trembler, mais elle resta digne. Ce nom est celui d'une femme qui, à une autre époque, n'a pas eu la chance que j'ai eue. Une femme qui a dû se taire, partir, disparaître. Ce projet lui rend hommage. Et il rappelle que derrière chaque employé, chaque situation difficile, il y a une histoire. Et que cette histoire mérite d'être entendue. Les applaudissements furent longs, pas tonitruants, pas forcés, mais pleins d'une reconnaissance sincère. Claire descendit de la scène, traversa la salle lentement. Sur le chemin, plusieurs employés vinrent la saluer, lui serrer la main, lui dire merci. Des femmes qu'elle ne connaissait pas vinrent lui parler de leur propre histoire, de leurs enfants, de leurs combats. Un homme visiblement ému lui parla de sa sœur qui avait quitté son emploi pour élever seule ses enfants, sans jamais avoir eu ce genre de soutien. À chaque témoignage, Claire sentait que le projet prenait une consistance nouvelle. Il était réel, il touchait, il servait. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouva une lettre glissée sous sa porte. Elle la reconnut immédiatement. L'écriture était celle de M. Martin. Il n'y avait qu'une phrase écrite à la main sur une feuille blanche. « Merci d'avoir donné un nom à ce que moi je n'ai pas su faire. » Elle plia la lettre, la rangea dans la boîte à souvenirs de sa mère et alla rejoindre Léa qui jouait sur le tapis du salon. Ce nom, désormais inscrit dans les documents officiels de l'entreprise, était plus qu'un hommage. C'était une reconnaissance tardive, mais authentique. Et surtout, c'était une manière de dire que l'histoire ne se limitait pas à la douleur. Elle pouvait aussi être transformée, intégrée et transmise autrement. Claire, pour la première fois depuis longtemps, se sentit pleinement alignée avec ce qu'elle construisait. Non plus dans l'ombre, ni dans le combat, mais dans la transmission d'une force douce et concrète. Une nouvelle vie pouvait commencer, pour elle, pour Léa, et pour toutes celles qui suivraient. Le dernier vendredi de l'année, les couloirs de l'entreprise se remplissaient lentement d'une agitation particulière. À chaque étage, des cartons décoratifs apparaissaient sur les bureaux, des guirlandes discrètes pendaient au-dessus des portes, et l'odeur du café se mêlait à celle des viennoiseries que les équipes s'échangeaient. L'air portait une légèreté rare, celle qui précède les congés, mais aussi une attente plus profonde. Ce jour-là, un événement était prévu en fin d'après-midi, et tout le monde savait que ce ne serait pas une cérémonie ordinaire. La direction avait annoncé un hommage inédit, une célébration dédiée aux mères de l'entreprise, toutes celles qui, dans l'ombre, avaient concilié production, enfants, horaires instables et responsabilités silencieuses. Claire, en lisant la note interne quelques jours plus tôt, avait compris que quelque chose de plus grand se préparait. Elle n'avait pas encore tous les détails, mais son nom figurait parmi les invités d'honneur. Elle avait accepté sans demander d'explication, pressentant qu'il ne s'agissait pas simplement d'un clin d'œil symbolique, mais d'un acte structurant. À mesure que l'heure approchait, elle ressentait une pression différente de celle qu'elle avait connue lors de la conférence. Cette fois, elle ne prendrait pas la parole, mais serait visible, représentative, désignée comme visage d'un engagement devenu politique. Dans l'auditorium principal, le personnel commença à s'installer dès 15 heures. Des centaines de sièges étaient occupés, des visages venus de tous les services, des plus anciens aux nouvelles recrues. En fond de scène, un grand panneau blanc portait ces mots. « Hommage aux mères silencieuses, bâtisseuses invisibles de notre force. » Aucun logo, aucun slogan commercial, rien d'autre que cette phrase. À 16 heures précises, la lumière baissa et le silence s'installa. Le directeur des ressources humaines fit une brève introduction, remerciant les participantes et rappelant les progrès réalisés depuis la création de l'unité bien-être. Puis vint le moment de l'hommage. Une série de vidéos furent projetées, alternant des témoignages de collaboratrices, des images d'espaces de garde d'enfants, des extraits de réunions de travail, des paroles simples enregistrées dans les couloirs de l'entreprise. Claire y apparut plusieurs fois, toujours en contexte professionnel, entourée de Léa ou en pleine discussion avec des collègues. Rien de spectaculaire, juste le quotidien enfin mis en lumière. Puis, au dernier segment de la vidéo, l'écran afficha une photo, en noir et blanc, celle que Claire avait vue pour la première fois dans le couloir des archives. Sa mère, Solène, au centre du groupe fondateur. L'image resta projetée quelques secondes de plus, accompagnée d'un texte. Solène Dubois, mémoire d'un engagement effacé, pour que plus jamais le silence ne remplace la reconnaissance. Un frisson parcourut la salle.
La voix du président, préenregistrée, prit alors la parole, brisant l'émotion d'un ton ferme mais contenu. Il y parla de l'histoire de l'entreprise, des femmes qui avaient bâti, soutenu, réparé. Il évoqua sans les nommer les choix du passé, les erreurs de jugement, les absences de structures adaptées. Il remercia celles qui, malgré tout, étaient restées, avaient élevé, avaient persisté. Puis il annonça que le programme Bien-être portait officiellement le nom de Solène Dubois, désormais inscrit dans les statuts sociaux de l'entreprise comme fondement du pilier égalité et inclusion. À ce moment-là, une assistante appela Claire à monter sur scène. Elle prit Léa dans ses bras, ajusta sa robe et avança lentement sous les applaudissements. Elle ne dit rien. Ce n'était pas un moment pour parler. Elle gravit les marches calmement, se plaça au centre, face à la salle pleine. Quelqu'un s'approcha et lui remit une plaque gravée qu'elle lut à voix basse. « Solène Dubois, en mémoire de l'amour silencieux devenu force collective. » Claire sentit sa gorge se nouer, mais elle tint bon. Elle se tourna légèrement, présenta Léa au public d'un simple geste doux, puis hocha la tête en signe de gratitude. Les applaudissements redoublèrent, longs, profonds. Cette fois, sans murmure de méfiance, sans tension, seulement de la reconnaissance. Dans la foule, elle aperçut M. Martin debout au fond de la salle. Il ne souriait pas, mais ses yeux brillaient d'une émotion contenue. Aucun mot n'était nécessaire entre eux. Ce moment partagé sans déclaration publique valait plus que toutes les discussions. Il avait fallu du temps, des silences, des ruptures. Mais quelque chose s'était reconstruit. Après la cérémonie, Claire resta un moment seule sur scène, Léa dans les bras, tandis que la salle se vidait peu à peu. Des collègues passèrent la saluer, d'autres prirent des photos, certains laissèrent des mots sur un carnet prévu pour recueillir les impressions de l'événement. Elle lut quelques lignes rapidement. Une femme avait écrit « Merci d'avoir osé être visible pour nous toutes ». Une autre « Ma fille est fière que je travaille ici. Ce n'était pas le cas avant ». Claire reposa le stylo. Elle n'ajouta rien. Elle n'en avait pas besoin. Le soir venu, alors que les lumières s'éteignaient dans les étages, elle resta encore quelques minutes dans le hall de l'entreprise. Léa dormait paisiblement contre elle. Elle observa les allées, les bureaux encore éclairés çà et là, les couloirs familiers. Tout était à sa place, mais le lieu avait changé, parce qu'elle avait changé. En rentrant chez elle, elle plaça la plaque dans le salon sur une étagère haute, pas comme un trophée, mais comme un point d'ancrage. Elle pensa à sa mère, à toutes les nuits de fatigue, aux repas précaires, aux absences expliquées par des « je te raconterai plus tard ». Elle comprit alors que tout cela avait servi, non à effacer le passé, mais à permettre que l'avenir soit différent. 3 générations, une femme effacée, une autre révélée, une troisième portée. L'héritage n'était plus un fardeau, mais une continuité. Claire ne savait pas ce que Léa choisirait de faire plus tard, qui elle voudrait devenir. Mais elle savait une chose, sa fille grandirait dans un monde où la dignité d'une mère ne serait plus à cacher, où la force discrète de celle qui élève, travaille, dirige ou soigne serait enfin reconnue comme fondement du collectif. Ce n'était pas un conte, ce n'était pas une victoire éclatante. C'était une suite, solide, construite sur des vérités affrontées, des structures modifiées, des regards changés. Et dans cette suite, Claire marchait désormais sans crainte, avec mémoire, avec responsabilité, et surtout avec légitimité.